premier temps de débat important puisqu'il va permettre justement de poser les enjeux de cette transformation dans ces deux champs, le champ du handicap et le champ du grand âge. Et l'intérêt, c'est qu'il y a eu deux rapports vraiment éclairants dans chacun de ces champs du grand âge et du handicap portés par l'IGAS et par des inspecteurs de l'IGAS pour poser justement le constat des situations et des problématiques qui se posent, des expérimentations qui s'engagent et des chemins à suivre pour pouvoir embarquer dedans l'ensemble des acteurs, l'ensemble des structures et des professionnels. On va voir justement comment ces chemins peuvent s'ouvrir de cette transformation pour mieux répondre aux besoins des personnes, pour trouver de nouveaux cadres d'engagement pour les professionnels et des cadres d'adaptation pour les structures. À noter, et c'est important, que ces deux rapports de l'IGAS dont on va parler sont disponibles en ligne, donc vous pouvez véritablement aussi vous y référer à la suite de cet échange-là. Je vais vous présenter les intervenants de cette table ronde. Ils sont avec nous. Magali Guégan, bonjour. Vous êtes co-autrice avec Yannick Le Guillou et Franck Le Morvan du rapport Handicap, comment transformer l'offre sociale et médico-sociale pour répondre aux attentes. Un rapport qui repose le cadre de cette transformation et propose quelques mesures fortes et radicales. On en dira quelques mots. Docteur Julien Emmanuel, bonjour. Et Jean-Baptiste Frossard, bonjour. Vous êtes co-auteur avec Bruno Vincent du rapport Lieu de vie et accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie, les défis de la politique domiciliaire, se sentir chez soi où que l'on soit, ce qui rejoint ce qu'on entendait en introduction, bien évidemment, un rapport qui alerte sur les tensions du capacitaire et les risques d'un virage domiciliaire mal conduit. Vous ouvrez là aussi des pistes éclairantes et on reviendra dessus. Et Marcel Gégère, bonjour, merci d'être avec nous. Professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, vous avez conduit de nombreux travaux sur le secteur, la notion de frontière, de séparation. Vous connaissez très bien l'évolution des métiers du social aussi. Vous avez consacré des ouvrages dessus, puis vous l'avez vécu, puisque vous avez, en plus de vos travaux de recherche, dirigé des établissements aussi, donc vous avez ce regard complet, si je puis dire. Je voudrais commencer en essayant de voir comment vos deux rapports posent justement des constats, mais aussi des jalons pour avancer autour de cette transformation de l'offre. Et en commençant peut-être avec vous, Magali, sur le rapport autour du champ du handicap, un rapport qui montre qu'il y a des enjeux d'évolution forte à poser pour les professionnels, pour les structures, mais qui fait aussi le constat d'un secteur, ça a été dit tout à l'heure, qui est déjà lui-même en évolution, qui est déjà lui-même en transformation. Vous citez de nombreux dispositifs sur lesquels on reviendra, comme les DITEP notamment. Vous citez les grandes mesures, la réforme des autorisations de 2017, son élargissement à l'enfant 124. Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qu'aussi peut vous inquiéter dans ce mouvement de transformation tel qu'il est conduit dans le secteur? La transformation, c'est un processus qui est long par définition. Il ne faut pas s'attendre à ce que massivement, du jour au lendemain, les structures puissent se transformer. Et tous ces jalons-là, ils étaient nécessaires. Ils étaient nécessaires, mais on s'est aperçu que finalement, il pouvait y avoir aussi plusieurs conceptions de la transformation, une diversité un peu des points de vue et qu'il manquait peut-être des lignes directrices claires qui aident concrètement les acteurs à s'emparer de cet enjeu de transformation. Et ce qui aujourd'hui peut inquiéter, c'est qu'on voit qu'il y a une mobilisation qui est certaine du côté des acteurs institutionnels, du côté des structures médico-sociales, mais qu'elle reste quand même très inégale. Et surtout, ce qui peut être le plus inquiétant aujourd'hui, c'est que finalement le secteur de l'enfance avance, se mobilise sous cette impulsion, mais qu'on risque aussi peut-être à un moment de risquer d'avoir un retour en arrière lors du passage dans la vie adulte. Et ça, c'est un des points de fragilité encore. Et donc, on a essayé, à travers ce rapport, d'avoir une approche globale qui prenne tous les freins qui ont pu être identifiés par les acteurs et pour essayer de proposer des solutions, des pistes de solutions pour généraliser ce mouvement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites ce constat et puis vous revenez sur ce que sont les grands principes d'une transformation de l'offre. Vous reprenez les grands principes posés dans le précédent rapport de 2021, qui portait déjà sur le même sujet, de l'IGAS. Vous en ajoutez deux particuliers, un sur la territorialisation et un sur la généralisation des offres modulées, en modularité. On reviendra beaucoup dessus, bien évidemment. En quoi est-ce qu'il était essentiel de rajouter ces deux points, ces deux grands principes? La modularité d'abord, peut-être parce que pour nous, c'est vraiment le cœur finalement de la transformation. Ça permet de ne pas figer les accompagnements et donc de ne pas figer les personnes dans un accompagnement dans leur vie quotidienne. Et donc c'est offrir le champ des possibles, comme tout le monde a un champ des possibles, et donc c'est d'essayer d'avoir ce même champ des possibles dans l'accompagnement médico-social. Et cette modularité, l'idée de se dire qu'une structure ne doit pas
être une structure qui ne propose que de l'hébergement et de l'accueil de jour ou que du service à domicile, mais qu'on doit rentrer dans ce triptyque hébergement, accueil de jour, domicile, pour permettre en fait dans la vie des personnes à la fois des accompagnements qui sont mixtes, et donc on peut dans une même semaine avoir des besoins différents et des attentes différentes, ou de manière évolutive, et essayer de faire sauter les freins administratifs dans justement cette modularité qui correspond plus à la vie quotidienne de tout le monde, d'avoir d'être modulaire et de ne pas être figé dans une case ou dans un type d'accompagnement précis. Donc sur la modularité, c'était vraiment l'enjeu, c'est de se dire toutes les structures doivent la être. territorialisation. Et sur la territorialisation, c'est l'idée de se dire si une structure est modulaire, et donc elle va faire aussi de l'accompagnement en milieu ordinaire, qu'elle va être plus ouverte vers l'extérieur, forcément il y a un ancrage nécessaire dans le territoire. Donc dans un premier temps, ça passe par des partenariats très forts avec les acteurs du territoire. Et dans un deuxième temps, ce qu'on propose dans ce rapport, c'est se diriger vers des autorisations plus territorialisées, c'est-à-dire que chaque structure d'accompagnement ait des zones prioritaires d'intervention pour essayer en fait de mailler le territoire et d'éviter toutes ces zones blanches et essayer aussi que l'accompagnement se fasse en proximité des lieux de vie des personnes. Et donc c'est un peu l'enjeu d'aller vers plus d'équité sur les territoires en termes d'offres. On va voir un peu comment aussi vous posez le constat sur le grand âge, mais avant, je voudrais faire un arrêt du côté de vous, Marcel Gégère, avec le regard que vous avez instruit de toutes ces années un peu à accompagner le secteur, mais aussi le regard de philosophe de formation que vous avez sur ces notions elles-mêmes. On parle de transformation de l'offre, on parle de virage domiciliaire. Comment est-ce que vous entendez ces termes-là, dans ce qu'ils sont étymologiquement ? Et est-ce qu'ils vous paraissent correspondre à la réalité du mouvement à engager ? Je vais répondre à votre question, mais il y a un préalable, c'est de s'intéresser à la sémantique et aux questions de vocabulaire, parce que souvent on considère que c'est assez secondaire. Je le dis parce que dans une vie antérieure, j'ai été directeur d'un CAT, comme on disait à l'époque, et le changement de CAT à ESAT, avec le changement aujourd'hui qui valorise la notion d'accompagnement, montre que les changements de terminologie ont un lien direct aussi avec les façons d'agir et les façons de penser. Donc ça, c'est important. Et concernant la transformation, c'est aussi un sujet un peu délicat, parce que j'entends bien ce que vous venez de dire sur le fait que les transformations se font sur la longue durée. Mais ensuite, il y a la question de l'ampleur et on va dire, derrière ça, il y a une question qui concerne à la fois la continuité et les ruptures. C'est-à-dire que est-ce qu'on est dans un processus continu et de quelle nature et de quelle durée, et en même temps, quelles sont les ruptures que l'on connaît. Et ce qui est assez frappant, puisque je m'occupe actuellement de finaliser un rapport du Haut Conseil du travail social sur la prospective dans ce secteur, et on bute aussi sur les questions de vocabulaire et sur le fait qu'on a l'habitude de considérer qu'il y a des transitions, donc il y a des grandes transitions écologiques, démographiques, numériques, etc. Il y a des virages, et on sait que l'IGAS émet quelques réserves par rapport à la notion de virage, et je suis assez d'accord avec ce point de vue, mais un virage, il peut être pris en épingle à cheveux, il peut être négocié, il peut être ample. Donc, et puis il y a d'autres termes qui marquent plus la rupture. On parle de mutation, de métamorphose, comme Edgar Morin. Et ce qui est très frappant dans le discours politique, c'est la thématique du choc. Hein, comme on a parlé de l'électrochoc, et là, on a eu le choc de la participation, etc. Enfin, je ne vais pas faire la liste, mais on voit comment symboliquement, il y a des façons de marquer les changements qui sont très différents. Et je termine pour dire qu'il y a un enjeu très fort. L'enjeu, c'est par rapport notamment aux professionnels et aux aidants, c'est-à-dire de savoir d'abord de faciliter l'acceptation du changement lui-même, à condition de comprendre les contours qu'il peut avoir, mais c'est aussi de faire en sorte que les professionnels, les aidants et les personnes elles-mêmes puissent contribuer aussi à ces changements. Pour ça, il faut qu'ils aient un message clair et fort. Je reprends donc vos termes, transition, mutation plutôt que transformation. En quoi, pour reprendre ce que disait Maëlys tout à l'heure, il y a un moment de bascule aujourd'hui pour porter cette transition, cette transformation et sa nécessité? Et est-ce que ça se joue de la même manière dans ces deux champs très différents que sont le grand âge et le handicap? Non, probablement. D'ailleurs, je crois que ça a été dit, on n'est pas sur une représentation assez binaire. Enfin, quand vous utilisez le terme de basculement, l'histoire n'est pas faite, elle est faite de basculements partiels, mais il n'y a pas
un ensemble. D'ailleurs, je pense que quand l'IGAS interroge la notion de virage, c'est ça que je comprends. C'est pour dire finalement que c'est pas un ensemble homogène. Donc, et il y a des rythmes de développement qui sont différents. Et ce qui fait que les acteurs eux-mêmes sont à des moments parfois différents. Donc il y a un problème de compréhension même de ces changements. Après, on peut discuter des similitudes qu'il peut y avoir entre le monde du handicap, le monde du grand âge, mais aussi de certaines différences. Après, la question, c'est où est-ce que l'on place les points de clivage ou les points de différence. Et ce qui est très souligné par et les rapports de l'IGAS et par toute une littérature scientifique, c'est les phénomènes, comme on dit, d'hybridation, d'effacement des frontières. Et aujourd'hui, la transformation, elle a ça comme enjeu. C'est-à-dire que si on a une représentation fixiste des établissements IME, MEC, CITEP, etc., on ne prendra pas la mesure des changements certainement indispensables. Nous, on travaille sur l'échéance 2050, mais enfin, on peut même imaginer un peu plus loin. Donc, la transformation de l'offre, c'est quelque chose qui est daté, qui concerne notre actualité immédiate, mais ça ne résume pas le processus tel qu'il va se développer à l'avenir. Oui, vous portez, j'aime bien le paradigme que vous posez, celui de l'articulation entre une approche globale et une approche spécialisée. Ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est l'articulation entre les deux. Et ça revient beaucoup, évidemment, dans vos deux rapports. Un mot aussi sur les constats que vous posez dans le rapport sur le grand âge, qui est un rapport intéressant, parce qu'à la base, il était pensé sur les alternatives aux EHPAD. Et puis, au fil de la route et au début, vous regardez le capacitaire et la réalité de ce capacitaire et la réalité des tensions sur ce capacitaire. Vous le regardez de manière très objectivée puisque vous faites des projections par rapport aux besoins sur l'offre existante et vous montrez qu'il y a une réalité de mise sous tension qui est très forte, qui est très rapide, 2030, avec des différences territoriales que vous regardez de manière détaillée, avec des effets de bord que vous précisez aussi. En quoi il y a pour vous véritablement un risque majeur en 2030 et comment peuvent se jouer justement ces effets de bord? Alors comme vous dites, on est parti sur des alternatives à l'EHPAD dans le cadre de la perspective de la transition démographique. Et puis voilà, on a fait quelques coups de sonde auprès de chercheurs, auprès de bons connaisseurs du champ. Et très vite, c'est un sujet qui est apparu, le capacitaire, et la difficulté qu'on allait avoir à pouvoir organiser le domicile pour recevoir plus de gens en situation de perte d'autonomie et plus de gens qui avaient, pour certains, plus de problèmes qu'avant, puisque ce serait normalement des gens qui auraient pu aller en EHPAD. Donc, ça nous a incité à aller regarder des départements et on a choisi notamment un département qui était au seuil de la transition démographique, il n'avait pas encore fait. Et ce qu'on a vu est édifiant. C'est-à-dire qu'on a vu une situation de double saturation à la fois des capacités de maintien à domicile, des EHPAD, avec des accompagnements dégradés, un transfert de charges objectif sur des aidants et des professionnels qui étaient fatigués, usés, et puis un retour de tout ça au bout d'un moment sur l'hôpital. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment pensé, puisque on se retrouve là dans une situation où on a à peine commencé à accueillir plus de personnes âgées en situation de dépendance. Donc on s'est dit, ça ne pourra pas fonctionner en l'état, en tout cas pas comme prévu. Et on a ensuite choisi toute une série de départements où on a fait pour les mêmes constats, ou alors ça marcherait dans certains endroits du territoire et pas dans d'autres. Donc le sujet quand même c'est comment on fait pour accompagner les personnes dans de bonnes conditions, en tenant compte du fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a derrière, d'une part, des aidants qui risquent de se fatiguer
en plus des aidants, on reviendra dessus, il y en a peut-être moins qu'on pourrait l'imaginer dans les années à venir. Et deuxièmement, les professionnels, il faut aussi préserver ce capital parce que c'est compliqué pour les professionnels de l'accompagnement d'antérioriser au risque d'endosser finalement une qualité dégradée d'accompagnement. On a vu des gens qui étaient vraiment fatigués et pour certains au bord du burn-out. Oui, vous mettez en avant les effets de bord, des effets de bord qui se jouent, vous le dites, sur les aidants. Hein, c'est eux qui vont écoper d'une certaine manière. Les hôpitaux aussi vont se retrouver à écoper. Donc c'est tout le secteur qui se retrouve mis en tension par cette perte du capacitaire. Un mot avec vous, Jean-Baptiste, sur l'autre constat que vous faites, c'est que la réponse du virage domiciliaire, elle est possible, mais est-ce qu'elle est suffisante telle qu'elle est pensée aujourd'hui? Et vous dites qu'il y a aujourd'hui des idées reçues qui portent sur ce virage domiciliaire qu'il faut peut-être lever pour voir dans quelle mesure ça peut être une réponse. Quelle est pour vous justement la manière dont ce virage, quels sont les faux amis de ce virage domiciliaire et qu'est-ce qui fait qu'en l'état, il ne suffit pas à répondre? D'abord, c'est vrai qu'on pose le fait qu'il y a une illusion dans le postulat du virage domiciliaire, c'est que le domicile privé des personnes serait nécessairement et en toutes circonstances le plus désirable et le plus souhaitable pour elles. Or, il y a beaucoup de personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ont de vraies difficultés dans la vie quotidienne et pour qui le domicile, quand elles n'ont pas les aidants autour d'eux, devient un lieu d'isolement, un lieu d'enfermement et un lieu de souffrance. Donc ça n'est pas désirable pour tout le monde, ça n'est pas souhaitable pour toutes les situations. En réalité, on ne cesse de réaffirmer depuis des décennies la priorité du domicile. Ce qu'on voit, c'est que quand on regarde sur les 20 dernières années la part des bénéficiaires de l'APA qui sont à domicile et en établissement, cette part n'a pas bougé. Donc c'est qu'il y a des besoins des personnes qui ne correspondent pas toujours à ce domicile. Par ailleurs, Julien le disait, si on veut augmenter les capacités d'accompagnement de situations complexes à domicile, effectivement, ça demande des conditions extrêmement exigeantes. D'abord, ça demande d'avoir des proches aidants. Les professionnels ne remplaceront jamais le volume horaire et les besoins de présence que représentent aujourd'hui les proches aidants. Quand il n'y a pas de proches aidants, quand ils sont à distance, ça devient quand même assez compliqué. Il faut évidemment des professionnels en nombre, il faut du budget, on y reviendra. Mais c'est pour ça, pour toutes ces raisons qu'on dit, il faut prendre les choses à l'inverse. Parce que le virage domiciliaire, cette expression, elle suppose de dire on va sortir le plus de monde possible des institutions parce que c'est un repoussoir, et puis ceux qui y sont et qui y restent, à la limite, tant pis pour eux. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire effectivement, quel que soit le lieu où l'on vit, parce qu'on a différents besoins, peut-être c'est au domicile privé, peut-être le domicile privé ne répond pas à ses besoins, donc on est ailleurs où il y a des capacités d'accompagnement qui sont autres, mais comment est-ce qu'on fait pour que dans chaque lieu, on puisse effectivement être chez soi, être dans un domicile avec le sentiment de vie privée, le sentiment d'intimité, le sentiment de capacité de prise de risque qui perdure dans ce domicile, enfin, où on n'est pas soumis au rythme et aux exigences d'une institution qui nous dirige et qui met ses propres contraintes devant nos besoins et nos rythmes individuels. Donc c'est ça une transformation domiciliaire, c'est pas de dire arrêtons de construire des EHPAD, donc mécaniquement il y aura plus de gens dehors et les gens seront chez eux, ce sera parfait. Non, ça c'est une illusion totale et on se trompe, je pense, si on croit que ça va permettre d'améliorer la vie de personnes qui sont dans des situations parfois de très très grande fragilité et de très grand isolement. On va voir justement les pistes que vous posez par rapport à ça. Je reviens sur le champ du handicap avec vous, Magali. Je disais tout à l'heure qu'au-delà des constats, vous avez des propositions assez fortes, assez marquantes. Il y en a une qui a fait beaucoup écho, c'est celle de poser une catégorie unique d'établissements d'accueil et d'accompagnement. Alors c'est une catégorie où se retrouverait l'ensemble des structures existantes avec un cadre minimum de fonctionnement et des spécialisations qui pourraient être intégrées. Mais dans ce statut unique, en quoi cette catégorie unique, c'est la marche supplémentaire, la marche nécessaire, je dirais, de la transformation telle qu'elle s'opère, qui permet d'aller au-delà de la spécialisation et des problématiques qu'a posées Myriam Winantz tout à l'heure. Et comment fonctionnerait une telle structure ?
Effectivement, cette catégorie unique, alors je préfère le dire, c'est pas une catégorie unique où du coup on aura tout le monde avec tous les accompagnements et donc des superstructures. La catégorie unique, c'est d'un point de vue administratif et juridique, on a vu qu'au final, dans le mouvement de transformation, on est parti d'un historique qui avait déjà de très nombreuses catégories de structures et puis on a ajouté encore des nouvelles catégories, des nouveaux dispositifs. Et finalement, on voit que dans l'adaptation des accompagnements aux attentes des personnes, aux besoins des personnes sur le terrain, très souvent, aujourd'hui, ces cadres et ces multiples cadres deviennent un frein à pouvoir évoluer, s'adapter, recevoir des publics et donc des nouveaux publics et donc s'y adapter. Et donc l'idée, c'est de se dire, en fait, il y a une catégorie juridique de structure et l'identité de la structure, elle passera dorénavant par les prestations qu'elle proposera, donc ce qu'elle est en capacité de proposer aux personnes, et par son expertise de prise en charge, évidemment, et la compétence qu'elle a de prise en charge. Donc il y aura toujours plusieurs structures, il y aura toujours des structures qui accompagneront des publics spécifiques parce que nécessitant une expertise spécifique. Mais l'idée est de sortir des freins administratifs qui sont quand même beaucoup revenus pendant toute cette période de travaux que nous avons menée et de pouvoir laisser plus de fluidité justement dans ces évolutions parce qu'une fois de plus, ce n'est pas une transformation à un temps donné. Et peut-être que dans 5 ou 10 ans, on aura encore d'autres choses à inventer. Et donc de donner ce cadre qui soit beaucoup plus souple et avec par contre un socle commun qui est cette modularité, qui est le fait qu'on a des prestations différentes et qu'il faut s'identifier par ces prestations et qu'on a des règles minimales de fonctionnement en termes d'équipe. Et vous dites, il peut y avoir des spécialisations dedans, et une catégorie unique, ça ne veut pas dire que des grosses structures. Il peut y avoir sur un même territoire plusieurs catégories uniques. Et là, ça amène au deuxième grand aspect que vous portez. On revient sur cette notion de territorialisation. L'idée, c'est d'avoir une recomposition de l'offre autour de structures, vous l'avez dit tout à l'heure, moins nombreuses, mieux associées. Comment est-ce que vous voyez cette recomposition territoriale sur le territoire ? Et en quoi est-ce que c'est un enjeu véritablement? Je dirais que c'est l'autre versant un peu de ce que vous venez de poser. La recomposition territoriale, elle va pouvoir, avec cette catégorie unique, être finalement très adaptée aux besoins locaux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de modèle unique qui serait la bonne solution, la bonne configuration. Et on a vu des initiatives très intéressantes sur les terrains qui ne se ressemblent pas du tout. Une structure peut avoir à la fois une activité, donc je vais parler en termes d'activité, donc pas de catégorie juridique, une activité de foyer d'accueil médicalisé, de foyer de vie et de service d'aide à la vie sociale. Aujourd'hui, ça impose d'avoir 3 structures juridiquement différentes et empêche totalement les professionnels de travailler ensemble et une personne de pouvoir bénéficier à la fois à un moment du SAVS et de l'autre des soins s'il est au foyer d'hébergement. C'est ces frontières-là qu'on veut abandonner. Et donc, on a des structures qui commencent déjà à se développer dans ce sens-là, et c'est les professionnels, du coup, qui vont se déplacer sur les sites différents. On en verra des exemples. On a d'autres schémas où on reste dans une approche je suis une structure qui prend en charge, par exemple, des enfants avec une déficience intellectuelle, mais qu'ils soient en situation de polyhandicap, qu'ils aient des maladies invalidantes, donc avec des profils très différents. Et je vais répartir sur mon territoire. On est plusieurs structures à faire la même chose. Et ben on va faire par tranche d'âge, autour des bassins de vie, pour s'assurer qu'on n'est pas loin de la sectorisation scolaire de l'enfant. Donc en fait, il y a plein de modèles différents. Donc nous, on n'a pas voulu imposer une seule approche. L'idée, c'est juste d'avoir des critères communs. Et dans cette territorialisation, de s'assurer qu'en fait, on est au plus près des lieux de vie et surtout que le territoire soit maillé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comment ça repositionne les MDPH? Parce qu'elles ont un fonctionnement par spécialisation, elles ont un fonctionnement par orientation territoriale qui n'est pas celui-là. Du coup, elles se situent comment dans ce paradigme? Effectivement, pour les MDPH, si on va jusqu'au bout de la catégorie unique, de la modularité sans étapes administratives nécessaires, il y a un changement important. Aujourd'hui, la MDPH, elle va orienter une personne dans une catégorie juridique. Cette catégorie, par définition, disparaît. Et donc, nous, dans l'idée, c'est que les MDPH orientent les personnes, mais sur la base des besoins et de leurs attentes, et donc des prestations qui vont être nécessaires pour l'accompagnement. Et que du coup, que cette orientation se fasse sur ce volet-là. Et de sortir de la méconnaissance des besoins réels des personnes. Et effectivement, derrière, il y aura un enjeu forcément de changement pour la MDPH. On peut penser
qu'avec une modularité qui se fait sans la MDPH finalement, la MDPH perd une part de ce qu'elle a aujourd'hui, mais on peut aussi imaginer que la MDPH aura un rôle recentré d'évaluation à un temps donné de comment s'est passé l'accompagnement, où on en est dans l'accompagnement, est-ce que les attentes et les besoins sont toujours là, est-ce qu'il y a des changements à opérer. Mais tout ça, ça nécessite, et c'est un peu l'objet du rapport, toutes les choses techniques qui nécessitent pour ça, et il y en a beaucoup. Oui, et vous dites que ça se fait aussi au fil du temps. On ne va pas tout transformer en même temps. Marcel, un petit mot avec vous. On voit bien que l'idée, c'est de bouger un peu les frontières. Et ça, c'est un plaidoyer que vous portez depuis longtemps, au niveau des structures, au niveau du territoire. Aussi au niveau, je reviens sur un des 3 jalons que posait Malick Le Ballon tout à l'heure. Il disait, Malick Le Ballon, qu'il y avait un enjeu au niveau des professionnels aussi. Alors ça, vous accompagnez ça, vous publiez les éditions du guide de l'emploi social et médico-social depuis longtemps, une nouvelle édition qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Vous posez ces différents acteurs et on voit bien qu'il y a une grande mosaïque de professionnels avec des spécialisations, etc. Est-ce que là aussi, il faut revenir à un statut unique d'une certaine manière du travailleur social et médico-social pour aller dans le même sens, ou est-ce qu'on va unifié avec une mosaïque de métiers derrière? Est-ce que c'est un enjeu aussi, et comment est-ce qu'il pourrait s'opérer? Alors oui, c'est un enjeu et c'est un sujet d'ailleurs d'actualité très sensible, puisqu'on est à la veille de ce qu'on attend comme réforme des diplômes d'État dans le champ du travail social. C'est une affaire qui est très difficile parce que, en fait, l'ensemble du champ, que ce soit pour les institutions ou pour les professions, c'est structuré de manière très segmentée, donc ça c'est bien connu, mais avec une logique qui postule la possibilité d'une adéquation entre une offre et des besoins identifiés. Pas nécessairement d'ailleurs les attentes des personnes, ni de leurs demandes, mais en tout cas de besoins objectifs. L'exemple que je donne souvent, c'est la construction du métier d'aide médico-psychologique, au début avec les maisons d'accueil spécialisées. On a vu évoluer un peu, puisque cette qualification a disparu, elle est intégrée dans un ensemble plus large. Et donc, il y a une tension entre 2 logiques, on pourrait dire. Une logique, ce qu'on retrouve d'ailleurs philosophiquement entre le différentialisme et l'universalisme. Il y a 2 logiques. Il y a une logique de recherche d'une réponse la plus adéquate, la plus juste possible. Et ça amène à des métiers, par exemple, qui sont structurés autour de la notion d'âge. Puisque, par exemple, les éducateurs de jeunes enfants, c'est une qualification professionnelle qui est marquée, qui est bornée par les questions d'âge. Alors que vous en avez d'autres, comme les éducateurs spécialisés. La plaisanterie habituelle consiste à dire qu'ils sont spécialisés en rien, mais enfin, en tout cas, ils ne sont pas spécialisés par rapport à une tranche d'âge particulière. Ils vont avoir un spectre d'action plus large. Et donc, finalement, on a vu comment fluctuent ces professions entre un processus de professionnalisation qui vise l'adéquation de compétences identifiées et puis la prise en considération des personnes dans leur parcours, qui sont des parcours plus ou moins fluides, mais en tout cas qui nécessitent une approche globale. Et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les lois de santé publique avec cette notion d'approche globale. Je dois dire qu'on est dans une recherche d'équilibre entre ces 2 axes. Aujourd'hui, ça va plutôt dans le sens d'affirmer l'importance des aspects communs et transversaux. Ce qui est logique, puisqu'on ne peut pas avancer la thématique de l'inclusion et sans que ça ait des répercussions sur les cultures professionnelles. Mais vous voyez qu'entre des approches très marquées par des cultures très fondées sur l'identité, il y a des choses très très sensibles, et puis la perspective qui fait polémique sur la perspective d'un travailleur social unique, ou d'un diplôme unique. Bon, là, il y a 2 points sur lesquels on ne pourra, pas peut-être pour s'en sortir, mais en tout cas, il y a 2 points importants. C'est 1, se tourner vers l'international, quand même s'interroger sur les caractéristiques de notre segmentation franco-française au vu de ce qui se passe ailleurs. Et puis deuxièmement, c'est vraiment de se tourner du côté des personnes directement concernées, parce que c'est pas uniquement pour les faire participer à un CVS, etc., mais si on postule que ces personnes, elles ont aussi une connaissance des savoirs expérientiels, etc., autant en profiter pour aborder les questions de professionnalisation. Donc c'est un sujet un petit peu délicat, mais il va falloir le porter. Et je vois bien, vous parlez de l'entrée par tranche d'âge, qui est aussi une entrée que vous portez dans le rapport sur la
manière dont on peut reconfigurer un peu les choses. Je vais du côté du grand âge avec vous deux. Là aussi, des pistes d'approche, vous en proposez des chemins possibles. Et déjà sur ce domicile, vous dites, il ne va pas tout faire, il ne veut pas tout pick-upper, mais en même temps, il reste central, il reste important. Et vous dites que c'est un secteur négligé, peu structuré, sous-financé aujourd'hui. De quoi ce secteur a aujourd'hui du domicile prioritairement besoin pour assumer sa pleine part de cette transfo? Oui, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne cesse de parler de virage domiciliaire et de priorité domiciliaire, mais enfin, le secteur du domicile est quand même resté le parent pauvre des politiques publiques par rapport au secteur des établissements. Et il y a différents sujets. Le premier, c'est celui du financement. On a besoin, sur les services à domicile et sur les services d'aide à domicile, d'avoir une valorisation qui soit équivalente au coût de revient de ces services. Alors, c'est vrai qu'on a progressé en ayant des tarifs planchers réglementés, mais ces tarifs ne sont pas équivalents au coût de revient des services. Ce qui veut dire que soit progressivement, ça se reporte sur les bénéficiaires, les personnes accompagnées par du reste à charge extralégal, soit en réalité, tous les fonds qu'on met en plus justement pour accompagner l'évolution des services domiciliaires, leur qualité, ont tendance à être tout simplement absorbés dans le financement du fonctionnement usuel de ces services. Donc, on a une question de financement. On a une question également de juste adaptation aux besoins des personnes. Donc on parle par exemple des questions d'évaluation et des questions de la grille Agir qui aujourd'hui voilà, est un système, mais on le sait depuis longtemps, inadapté notamment à évaluer les justes besoins des personnes qui ont des troubles neurodégénératifs, qui représentent quand même une part croissante des personnes en perte d'autonomie, et qui n'est pas corrélée au niveau de besoin d'aide des personnes. Donc il faut qu'on se demande un peu plus comment est-ce qu'on peut évaluer effectivement ces besoins d'aide, et puis surtout qu'on se mette face à une réalité, c'est que si on veut avoir une intensité d'aide au domicile qui soit à peu près équivalente à celle qu'on a en établissement, c'est-à-dire qu'on puisse répondre aux mêmes situations et aux mêmes besoins, mais évidemment, ça va coûter cher. Et beaucoup plus que ce qu'est aujourd'hui un plan d'aide à pas, puisqu'on a l'impression que ça ne coûte pas cher, mais évidemment parce qu'on couvre des besoins tout à fait modestes. En réalité, les personnes qui sont dans des situations très difficiles et qui restent chez elles, ça leur coûte très cher ou ça coûte très cher à leurs enfants. C'est juste qu'il y a une prise en charge publique qui n'est pas du tout du niveau de la prise en charge en établissement. Donc il y a le financement, il y a l'évaluation des besoins, et puis je dirais il y a un dernier point tout à fait important évidemment, c'est les professionnels. Et là on a un double défi, c'est-à-dire qu'il y a un défi de recrutement. On a quand même des services à domicile qui aujourd'hui éprouvent de très grandes tensions. On en reparlera. Et puis, effectivement, on a un défi de formation, de faire progresser les qualifications. Je parlais des troubles neurodégénératifs. C'est vrai qu'on a eu un grand objectif sur les équipes spécialisées Alzheimer, par exemple, pour accompagner la formation et des professionnels et des proches aidants pour arriver à améliorer. Bon, ça, c'est tout à fait important. On n'est pas à la cible aujourd'hui. On est très, très loin de la cible. Donc, il faut qu'on arrive aussi à renforcer la qualité des formations des professionnels qui interviennent dans l'aide à domicile. Et donc, ça implique aussi, je finirais sur ça, de valoriser ce secteur autrement. Je commençais en disant c'est le parent pauvre. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on pose clairement le fait que la personne qui est auprès du bénéficiaire, qui le connaît, qui suit sa vie, c'est l'aide à domicile. Donc il faut qu'on reconnaisse aussi la centralité du service d'aide à domicile et du professionnel d'aide à domicile dans l'accompagnement de la personne, qu'on reconnaisse la place de ces services dans la coordination du quotidien et qu'on le sorte de la représentation ancillaire qui continue malgré tout à avoir. Dans la géographie un peu de ce capacitaire, vous posez le domicile, vous posez aussi le rôle recentré de l'EHPAD. On y reviendra beaucoup dans la journée, notamment sur ces troubles un peu importants, en disant que l'idée, c'est pas de
spécialiser les populations dans les uns ou dans les autres, mais d'avoir vraiment une diversité d'offres offertes pour chacun. Et puis, il y a ces habitats intermédiaires. Et ces habitats intermédiaires, vous mettez l'accent assez fortement dessus, vous chiffrez les objectifs de création d'habitats intermédiaires à avoir pour les années à venir, avec des volumes importants. En quoi est-ce qu'ils sont un élément essentiel, un rouage, un pivot de cette transformation? Pour le moment, ils sont pour certains d'entre eux très peu développés. Donc l'idée, c'est justement de voir dans quelle mesure il peut être investi, sachant que la plupart ne sont pas du tout calibrés pour accueillir des personnes qui sont en situation de perte d'autonomie. Donc évidemment, je mets de côté les résidences autonomie pour lesquelles on fait des préconisations, sur lesquelles on reviendra, et qui peuvent jouer un rôle très important justement dans l'accueil de personnes en situation de perte d'autonomie. Mais les habitats intermédiaires, les habitats partagés qu'on a vus par exemple, ça reboucle un peu avec ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est des idées assez, je dirais, générales sur... ça correspond à des populations qui sont plutôt en bonne santé. Et donc du coup... c'est pas prévu, c'est pas pensé pour des gens qui pourraient se dégrader. Nous, ce qui nous a quand même un peu interpellés, c'est le fait que même si c'est pas ce qui est dit, très, très facilement, très rapidement, on se retrouve dans ces endroits-là à accueillir des gens qui commencent à avoir des problèmes de perte d'autonomie. Et donc la question, c'est de savoir comment éventuellement on peut les accompagner et puis jusqu'où on peut les accompagner, parce que ce n'est pas des structures qui sont, je dirais, structurées pour ça. Et puis, il y a des structures qui accueillent des personnes en perte d'autonomie, notamment les colocations Alzheimer, qui sont un concept intéressant, dont on propose éventuellement de faire un vrai segment de l'offre, mais sous conditions. Et les conditions, c'est de s'assurer que sur le plan de la sécurité, sur le plan de la qualité des accompagnements, sur le plan de l'ingénierie, le portage des projets, les choses soient un peu plus formalisées qu'elles ne le sont aujourd'hui, sachant que bon, ça reste des personnes qui ont des besoins particuliers, notamment sur le plan sanitaire, qu'il faut des référents, donc en fait il faut des articulations, pour le dire de manière un peu rapide, il faut des articulations avec l'hôpital, la filière gériatrique, il faut la possibilité pour l'hospitalisation à domicile de se déplacer. Hospitalisation à domicile qui, je le dis au passage, est amenée à jouer un rôle plus important qu'elle n'a aujourd'hui, notamment pour un peu médicaliser ou réarmer un peu les EHPAD, puisque par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de l'hôpital, on se retrouve avec des personnes âgées en situation de perte d'autonomie, éventuellement d'autres comorbidités, dont une partie se retrouve aux urgences et peut-être même ensuite hospitalisée avec tous les risques qui sont associés à ce passage à l'hôpital, et dont une partie donc aurait pu, je dirais, être pris en charge en amont s'il y avait eu la ressource. Oui, vous dites que le capacitaire actuel dans sa tension consiste un peu à reporter à l'autre ce qu'on n'arrive plus à faire. Et donc la patate chaude, si on peut dire, se passe des uns aux autres et avec des effets de bord que vous situez. Je voudrais qu'on prenne quelques points rapidement parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Un enjeu clé, on aura une table ronde centrée dessus, c'est les aidants, leur rôle. Comment, dans cette vision-là, pour vous, rapidement, ça replace leur position et leur rôle? En fait, c'est d'abord de mettre les aidants et de les laisser, si j'ose dire, à leur juste place. C'est-à-dire que les aidants sont là pour la présence relationnelle, affective, quotidienne, et pas pour prendre en charge les actes que n'arrivent pas à prendre en charge les services d'aide professionnelle. Donc il faut qu'on arrive à avoir à la fois le volume et la capacité d'intervention du côté des services d'aide à domicile qui permettent aux aidants, effectivement, eux d'être dans leur position, ce qui fait qu'ils ne vont pas non plus s'épuiser dans leur rôle. Ensuite, je pense qu'il y a deux sujets importants sur les aidants. Le premier, Julien l'évoquait, c'est qu'est-ce qu'on demande à ces aidants dans tous ces habitats intermédiaires. Est-ce que ces habitats intermédiaires, ces colocations Alzheimer, ces résidences autonomie sont capables d'accompagner les personnes quand elles n'ont pas une présence intensive de proches aidants? Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait ambigu. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ces habitats qui, en fait, s'il n'y a pas d'aidants pour faire la coordination du quotidien, prendre les rendez-vous médicaux, emmener, etc., sont incapables d'accompagner les personnes.
Et donc, à partir de là, c'est quelle est la place des aidants et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui n'ont pas de proches aidants ou en tout cas qui n'ont pas de proches aidants dans un volume important. Pour une personne classée en GIR 1, le volume horaire moyen hebdomadaire d'aide du proche aidant, c'est 35 heures. Donc, c'est du permanent. Et le deuxième point que vous vouliez soulever ? Ce deuxième point, c'est, y compris à domicile, justement, qu'est-ce qu'on invente pour, je dirais, remplacer. Alors, on ne remplacera pas de proches aidants sur le plan affectif et relationnel, mais en tout cas, dans les fonctions que j'évoquais, c'est-à-dire, est-ce qu'on a des services à domicile qui sont capables de faire cette petite coordination quotidienne, de prendre les rendez-vous Voilà, il faut penser toutes ces situations en se demandant, en partant de la situation des personnes isolées, parce que c'est quand même une réalité massive des personnes âgées que l'activité professionnelle d'aide ne pourra pas entièrement combler. Mais il faut voir où on a besoin justement d'intervenir. Un autre aspect qui est clé, que vous abordez de manière assez frontale, c'est les enjeux de gouvernance. ARS, conseil départemental, qui gère quoi, qui fait quoi. Vous dites il y a peut-être sur cette transformation de l'offre, parce que vous la regardez aussi de manière très territorialisée, un autre acteur qu'il faut mettre dans la boucle et monter en puissance, c'est les communes et les intercommunes, l'intercommunalité. Avec quelle place, avec quel rôle ? Mais en fait, ce dont on part pour dire ça, c'est que ce qui importe, c'est pas de dire les GIR 1, 2, on va les mettre là, les GIR 3, 4, on les mettra là, et puis ceux qui seront comme ça. Ça, c'est une approche théorique vouée à l'échec, puisque les seules réalités, ce sont des réalités individuelles de personnes qui sont dans des situations singulières, avec des besoins, des attentes, des structurations d'entourage, etc. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir au niveau territorial, je dirais, un bouquet de services qui soit suffisamment diversifié pour s'adapter de façon souple aux situations individuelles et aux attentes individuelles des personnes. Et ça ne peut se construire qu'à une maille territoriale qui soit suffisamment proche de la population. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas de la gouvernance et de la stratégie de façon plus globale, au niveau départemental, etc. Mais il faut qu'on positionne ces niveaux, en effet, qui sont les seuls niveaux territoriaux qui connaissent leur population, enfin, je veux dire, clairement, dans la construction de stratégies et qu'on leur donne les moyens. C'est-à-dire aussi qu'on leur donne les données, qu'on leur donne les chiffres. Si une intercommunalité, elle sait, à horizon 5 ans, un peu dans les projections démographiques, et ça on est capable de le faire, quelle population elle peut attendre de personnes en perte d'autonomie, de personnes avec des troubles neurodégénératifs dans les projections démographiques, et qu'on lui donne les éléments sur la structure de son offre, avec les partenaires de son territoire, là, elle peut commencer à construire quelque chose pour voir qu'est-ce qu'on a comme établissement, alors là, au niveau plus élevé que la maille territoriale, mais ensuite, effectivement, est-ce qu'on a un projet de petite maison, mais comment est-ce qu'on l'insère dans l'écosystème ? Voilà. Et là aussi, en se situant à ce niveau plus bas, peut-être qu'on pourra faire du développement, si vous voulez, qui sera un peu plus adapté aux situations locales. Et c'est un vrai enjeu aussi que vous posez. Vous dites qu'il faut reconstruire, et d'ailleurs vous ouvrez la voie à ça avec les projections du diagnostic territorial pour donner les moyens à chacun d'agir à son bon endroit. Un mot de réaction vite avant de prendre les questions, Marcel, sur ces constats et sur peut-être la manière dont la 5e branche donne aussi des moyens, un cadre à cette reconfiguration des acteurs. C'est-à-dire que là... on voit le mouvement tel qu'il est amorcé et j'entends bien les réflexions qui sont faites. On a évoqué la balkanisation, la segmentation du secteur, etc. C'est un peu la même chose pour les collectivités territoriales. Quand on entend parler des communes, même si par fusion le nombre a diminué, se posent quand même des réalités, notamment la part des communes rurales, comment les choses se jouent, et même si on parle d'intercommunalité, c'est pas évident, d'autant plus que la répartition des compétences fait que le département occupe toujours une place importante. Donc c'est une affaire qui n'est pas très simple et qui pose effectivement le problème de la régulation. Mais
ce qui me semble important aussi, c'est que même si on se préoccupe légitimement de questions institutionnelles et de questions d'organisation administrative et politique, c'est qu'il faut quand même intégrer l'importance des mutations sociétales de manière globale. Parce que quand on parle d'aidants, la question n'est pas technique, c'est pas uniquement comment former des aidants, c'est comment remplacer les aidants par autre chose, etc. La place du facteur, c'est pas ça la question. La question, c'est que nous sommes dans un type de société qui favorise l'individualisation des rapports sociaux, et en plus, il y a des phénomènes démographiques bien connus qui fait que, mais dans d'autres pays d'ailleurs, quand on parle de care déficit, on voit comment certains pays, par le fait de ne plus avoir, de pas avoir la même démographie, sont en difficulté par rapport à ça. Et ça, c'est une préoccupation parce que vous l'avez dit, la question de la solitude est tout à fait centrale. Mais il faut la remettre dans un contexte. C'est pas uniquement un problème de proximité, etc. Mais la réalité des communes. Alors, ça pose le problème de l'analyse des besoins sociaux, la place des CCAS. Enfin, il y a un certain nombre de conditions pour que tout ça soit repensé. Je voudrais qu'on prenne quelques questions rapides et puis qu'on regarde aussi, si on l'a, le dessin qu'Émilie a pu produire sur nos échanges. Alors, voilà, dessin arrive. Je vous laisse le regarder un petit peu. Besoin de modularité, nous dit-elle, et elle pose véritablement, voilà, il s'affichait. C'est long, besoin de jalons, fragilité du passage à l'enfance à la vie adulte, être bien chez soi, besoin de coordination quotidienne. On se dit peut-être que dans le prochain rapport EGAS ou dans celui-là, on pourrait rajouter quelques petits croquis comme ça qui disent les choses bien. Et j'aime beaucoup les petits points en bas, avec le petit trait et les petits bouts de puzzle. J'imagine que du puzzle, vous en avez vu, et des manières de tracer les territoires, vous en avez beaucoup évoqué. Ils sont importants. On aura encore et toujours les petits points et les petits regards d'Émilie qui nous accompagneront. Quelques questions rapides. Un premier pas a été fait avec la réforme des agréments, la création par exemple des EANM. À quand une deuxième étape pour un réel parcours sans entrave administrative pour les personnes vivant avec un handicap? On parlait des MDPH, la réforme des agréments est un peu ce qu'il y a derrière, et en effet, il y a un moment, est-ce qu'il va falloir passer une deuxième étape? Justement, lors de la réforme des autorisations qui a créé cette catégorie EAM, il était déjà attendu un peu ce qu'on a recherché là, dans ce rapport-là, sur le fait de pouvoir avoir plus d'activités et sans se restreindre à des catégories très fermées. Et en fait, on a vu que le mouvement n'a pas beaucoup pris sur le terrain. Et en même temps, parce que le terme était encore très proche des termes antérieurs, et on voit que sur le terrain, très peu de gens se sont emparés de cette possibilité d'avoir des activités diversifiées, des accompagnements diversifiés dans une structure qui s'appellerait EANM. Et c'est aussi pour ça qu'on a proposé de passer un cap plus définitif, qui est celui de la structure unique. Parce que c'est la continuité de l'EANM, mais en disant, OK, il n'y a pas que rajouter une catégorie qui s'appelle EANM, en fait, plus de catégories et une seule structure juridique pour justement garantir les possibilités d'évolution et d'adaptation dans le temps, sans les barrières juridiques. Alors, c'est une question qui va beaucoup revenir dans la journée. Comment prévoir l'inclusion des personnes polyhandicapées, celles qui ont besoin de cet accompagnement 365 jours par an, H24, sans user les aidants et avec la possibilité de les intégrer dans ce type d'approche? Tout l'enjeu du rapport, c'était effectivement, et ça correspond un peu à ce qui se passait du côté du grand âge, c'est qu'on était aussi dans ce virage domiciliaire finalement, dans la façon de penser la politique du handicap. Et clairement, nous, ce qu'on a vu dès le départ, c'est que les attentes comme les besoins des personnes sont très diversifiés et qu'il ne fallait surtout pas prendre le parti de dire il faut moins d'hébergement, plus de domicile et inversement. Donc on a essayé de travailler sur justement comment toutes les structures peuvent apporter et répondre sur les 3 volets de l'accompagnement, hébergement, accueil de jour et accompagnement à domicile pour garantir la réponse à des besoins différents. Pour les personnes en situation de polyhandicap, on a aussi beaucoup rencontré de structures et de familles, dont certains disaient « moi, l'hébergement est une réponse, mais pourquoi pas de l'hébergement séquentiel si on m'accompagne
à domicile avec une intensité d'accompagnement à la hauteur des besoins, parce que c'est ça aussi, le risque quand on parle domicile, c'est que finalement on ait de l'intensité d'accompagnement qui diminue et ce n'est pas du tout la cible. La cible, c'est de trouver ces modèles-là qui vont permettre de garder un accompagnement, qu'il soit à l'intérieur d'une structure, on va dire, ou en dehors de la structure, mais dont l'intensité correspond vraiment aux besoins de la personne. Et donc, on n'a pas fait de choix d'aller soit vers l'un, soit vers l'autre. Et on a dit au contraire, en fait, il faut progresser sur les 3 volets de l'accompagnement, parce qu'au final, on a des personnes qui ont toutes des situations singulières et qui ont donc besoin de pouvoir trouver des accompagnements qui leur soient adaptés à eux et pas à leur catégorie. Question sur le calendrier de ces transformations-là. Est-ce que vous l'avez posé? C'est pour quand, entre guillemets, la catégorie unique, la territorialisation? Enfin, c'est pas dit comme ça, mais néanmoins. La CNH avait fixé un objectif de 2030. Pour le tout? Pour la transformation. Mais comme ce qu'on avait dit, c'est quelle transformation pour 2030? Ce que nous, on a proposé, c'est de se dire ce qui nous paraît possible. On est en 25, donc c'est bientôt. Ce qui nous paraît possible, sans être simple, clairement, c'est de se dire que le basculement en catégorie unique est un sujet administratif. À partir du moment où on a réussi à avoir les 3 modalités d'accompagnement, hébergement, accueil de jour et accompagnement en milieu ordinaire, que ça nous paraît possible pour 2030. Mais que tout ce qui est démarche de territorialisation, par exemple, ça va nécessairement prendre beaucoup plus de temps. Recomposer une offre, ça ne se fait pas. Le petit dessin ça ne se fait pas en 5 ans. Ça nécessite que les acteurs discutent entre eux, que les acteurs se mettent d'accord aussi. Il y a vraiment un enjeu de construction. Et parallèlement, et nous, ce qu'on aurait envie d'inviter les structures à faire dès maintenant, c'est travailler sur leur projet d'établissement, leur projet de structure. Qu'est-ce que je veux avec les personnes que j'accompagne déjà, avec les professionnels qui les accompagnent? Comment je veux me projeter justement sur cette cible de transformation? Parce que ça aussi, ça prend du temps. Et ce n'est pas 3 sessions de discussion qui font un vrai projet d'établissement avec les perspectives qu'on propose. J'aurais presque envie de vous poser la même question. Vous ne posez pas il n'y a pas une catégorie unique qui va se poser. Néanmoins, vous avez des chiffrages tout de même sur les habitats intermédiaires. Est-ce qu'il y a un agenda aujourd'hui à poser dans ce que vous portez? Et si oui, lequel? Il n'est pas dit clairement comme ça dans le rapport. La réponse, mais en fait, on a déjà une urgence. C'est qu'il y a une transition démographique qui va s'accélérer, avec des taux de croissance qui vont augmenter. Donc ça, en soi, c'est un aiguillon. C'est-à-dire comment on fait pour éviter qu'on se retrouve dans des situations telles que nous, on les a vues, et qui donnent à notre rapport ce caractère un peu d'alerte, qui est des accompagnements dégradés, des familles fatiguées, des aidants professionnels qui ne savent plus exactement le sens de leur métier, un hôpital qui n'est pas calibré clairement pour recevoir les personnes âgées, et ça c'est aussi un sujet qu'on pointe, c'est comment aussi l'hôpital doit s'adapter à ces populations qui seront plus nombreuses, que ce soit aux urgences d'ailleurs, ou que ce soit en MCO, enfin en soins aigus. Et donc je pense que ça déjà, c'est l'horizon démographique qui donne le rythme. Ensuite, pour ce qui est du développement de solutions un peu plus fines, je te laisse compléter. En fait, effectivement, les projections capacitaires qu'on a faites avec les propositions, on les a faites à 2030. Parce que Julien dit l'évolution démographique donne le rythme, j'ajoute, elle devrait donner le rythme. Mais aujourd'hui, on n'a effectivement pas de mouvement capacitaire qui soit corrélé aux évolutions démographiques. Donc sur ça, on a posé une borne et effectivement, c'est à horizon 5 ans. Et on parle en RA, par exemple, de 100 000 places. Donc ça doit être des mobilisations extrêmement importantes. Voilà. Merci beaucoup. Donc on se met sur ces horizons-là avec les constats que vous nous posez, avec les jalons que vous nous apportez. Et encore une fois, les rapports sont disponibles en ligne. Allez les regarder parce qu'ils sont très faciles à lire et très éclairants. Avec leurs annexes aussi, évidemment, pour le week-end. Merci à vous 4 pour cette première table ronde. On va continuer à échanger ensemble dans d'autres séquences, dans d'autres tables rondes. Mais vous le savez, sur ces rencontres-là, on a aussi des intervalles liés à des séquences vidéo, des personnes que l'on est allé interviewer par ailleurs pour apporter des regards et qui éclairent un peu ces problématiques-là. Et ces premiers grands témoins, on est allé les rencontrer du côté de la voix des personnes concernées elles-mêmes,
Comment est-ce qu'ils se voient dans la transformation? Quelle place ils auront? Comment est-ce qu'ils perçoivent ces changements à l'endroit de la réalité de leurs besoins? On est allé poser cette question à 2 représentants dans le champ des personnes âgées. C'est Martine Gruer, elle est vice-présidente de l'association Hold Up. Hold Up, c'est une association qui se bat à la fois pour la défense d'une représentation du grand âge dynamique, ouverte et inspirante, et qui le porte auprès des personnes, mais aussi auprès des politiques publiques. Et Jérémy Beauroy, qui est président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, membre du CESE aussi, et le CNCPH a porté un regard assez précis justement sur ces transformations et un avis notamment sur le rapport qui avait été porté par l'IGAS sur la transformation dans le champ du handicap. On les écoute tout de suite.